Merci, Monsieur le Président, merci, chers collègues. Permettez-moi évidemment d'abord de remercier les organisateurs de m'avoir convié à ces deux journées de réflexion sur la réalité politique nouvelle qu'est ou que sera l'Union européenne. Si je voulais être bref et permettre à chacun d'ouvrir le débat, je commencerai par l'adaptation d'une formule classique, un peu provocante, comme toute formule, qui serait celle-ci: l'Europe sera constitutionnelle ou ne sera pas. Et je pourrais arrêter là mon intervention et ouvrir ainsi le débat. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Europe, aujourd'hui, est un lieu vide de démocratie, mais un lieu plein de compétences. Et les États, en revanche, sont des lieux pleins de démocratie, en principe, et deviennent des lieux vides de compétences. Donc, chercher l'erreur. Chercher l'erreur, et l'erreur, elle est dans cette crise de l'Europe, qui, je crois, n'est pas une crise économique, qui n'est pas une crise de l'euro, mais qui est une crise du politique, qui est une crise par défaut de démocratie, par défaut de politique. Et parce que la démocratie fait défaut en Europe, parce qu'il n'y a pas d'Europe politique, eh bien, dans ces cas-là, ce sont, comme on dit, mais il faut bien le reconnaître, ce sont les marchés qui gouvernent. Parfois, ils imposent des cures d'austérité pour combler les déficits publics. Parfois, au contraire, ils s'inquiètent de ces plans d'austérité qui pourraient empêcher la relance de la croissance. Je crois que lorsque les marchés gouvernent et que le politique est absent, il y a pour la réflexion des juristes, en particulier des constitutionnalistes, une observation sur le sujet qui est en cause. Le sujet de la démocratie, c'est le citoyen. Le sujet des marchés, ce sont les actionnaires. Et quand le sujet de la démocratie gouverne, eh bien, il impose des règles au marché. En revanche, quand ce sont les actionnaires qui gouvernent parce qu'il n'y a pas de politique, évidemment, ce sont eux qui imposent aux citoyens leurs règles. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui en Europe, notamment dans les dernières années. Les marchés, pour parler vite, les marchés ont obtenu ce que les indignés n'ont pas réussi à obtenir. Berlusconi, Zapatero, Papandreou et d'autres, Premier ministre irlandais, Socrates au Portugal, ne sont pas tombés à la suite de manifestations, de grèves, ils sont tombés par les marchés. Et Marx devrait certainement sourire de voir aujourd'hui se réaliser, d'une certaine manière, ces prophéties. Les républiques constitutionnelles ont une apparence, la responsabilité des gouvernements devant leur Parlement, et ils ont une réalité, comme aurait dit le général de Gaulle, en tous les cas pour la comparaison, la responsabilité des gouvernements devant les marchés. Et évidemment, dans cette situation-là, les citoyens se trouvent un peu désemparés. Alors ils protestent, ils manifestent, ils grognent, mais ils finissent par plier. Ils finissent par plier, et ce à quoi on assiste en Europe, c'est à des mouvements épars, divers, mais qui se font écho les uns aux autres. Vous avez les Catalans qui ne veulent plus vivre avec les Castillans, les Écossais qui veulent séparer des Anglais, les Flamands des Wallons, l'Italie du Sud de l'Italie du Nord, et pour l'Italie du Nord, ça commence juste en dessous de Turin. Donc l'Italie du Sud, ça commence
peut poser pour la construction européenne. Et puis vous avez aussi toute cette émergence, ce développement partout en Europe de partis d'extrême droite, dans tous les pays européens. Ces mouvements divers qui montrent le désarroi, le désemparement des citoyens a au moins un mérite, mais il est soit tout petit, soit important, de nous rappeler peut-être que l'Europe, contrairement à ce qu'on croit, ou à ce qu'on dit souvent, n'est pas la terre naturelle de la démocratie et des droits de l'homme, y compris la France. On dit que la France est le pays des droits de l'homme, soyons modestes, la France est le pays de la déclaration des droits de l'homme. Pas sûr que ce soit tout à fait le pays des droits de l'homme. Mais il est important aussi de rappeler par tous ces événements que l'Europe est faite aussi bien en Espagne de Cervantes que de Franco. On trouve aussi bien Dante que Mussolini en Italie, Mahler, Hitler en Autriche, Chateaubriand que Pétain en France. Bref, l'Europe n'est pas la terre comme ça naturelle des droits de l'homme. Mais ces mouvements épars nous obligent quand même à mettre au centre de notre réflexion la question européenne en tant que question politique. C'est-à-dire que l'Europe qui se construit en 1950 se construit, la question de la construction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, c'est la paix. C'est la paix. Et évidemment, la paix entre États se construit par des traités. On fait des traités de paix pour ne plus se faire la guerre. Donc le charbon, l'acier, etc. Aujourd'hui, je crois que la question européenne n'est plus uniquement la paix. Elle reste, on voit bien dans l'actualité, évidemment une question importante, mais je crois que la question importante pour l'Europe aujourd'hui, c'est la question de la démocratie, la question politique. Importante au sens qu'il en va de l'être même de l'Europe. Et c'est pour ça que je disais que l'Europe sera constitutionnelle ou ne sera pas. Et si la question politique, si la question de l'Europe politique, si la question de la démocratie est aujourd'hui l'enjeu principal de la construction européenne, comme la paix l'a été après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, ça passe, de mon point de vue, ça passe par l'élaboration d'une constitution européenne. Pas que, bien entendu. Évidemment, l'histoire, la sociologie, la culture, l'économie participent à la construction de l'Europe. Mais l'Europe, si on veut en faire, comme il est indiqué, une réalité politique nouvelle, et pas simplement un espace de libre-échange, un espace économique, aura besoin d'une constitution pour s'affirmer comme Europe politique. Parce que la constitution est et reste aujourd'hui, quelles que soient les discussions que l'on peut avoir sur la signification de la constitution, je crois que la constitution reste aujourd'hui l'instrument par lequel se construit un ensemble politique. Qu'est-ce qu'apporterait une constitution à l'Europe si on pense que l'Europe doit être démocratique, si l'on pense que l'Europe manque de politique et que la Constitution permettrait d'apporter à l'Europe justement ce qui lui manque, de la démocratie et du politique, quel serait l'apport de la Constitution à cette fabrication de l'Europe politique? Quel serait l'apport spécifique par rapport à la science politique, par rapport à l'économie? Je crois que la Constitution apporterait à la construction de l'Europe politique trois contributions essentielles. La première, c'est qu'une Constitution apporterait à l'Europe ce que j'appellerais un esprit-principe. Elle apporterait ensuite à l'Europe une représentation commune
Et enfin, elle apporterait à l'Europe une identité universalisable. C'est donc ces trois éléments qui, me semble-t-il, participent de la notion même de constitution, qui permettrait de transformer ce qui est aujourd'hui un espace économique essentiellement en espace politique, voire en puissance politique. Sur le premier point, qu'est-ce que je veux dire quand je dis que la Constitution apporterait un esprit principe? Le mot esprit principe, évidemment, vous l'aurez reconnu, n'est pas de moi, mais de Chateaubriand, qui disait dans les mémoires d'outre-tombe que chaque époque se caractérise par un esprit principe qui donne à cette époque son sens, sa signification, son atmosphère, comme dirait Garance. L'esprit principe jusqu'à présent, qui a gouverné notre construction politique, c'est la souveraineté, le principe de souveraineté. Eh bien, je crois que ce principe de souveraineté, aujourd'hui, est obsolète, caduc, dépassé, et que si l'Europe doit être une réalité politique nouvelle, il lui faut un esprit principe nouveau, et ce principe esprit nouveau, pour moi, c'est le principe de coopération loyale. Si l'Europe doit se construire, elle se construira en abandonnant le principe de souveraineté et en proposant un autre esprit principe pour se raconter, pour se réciter, pour se dire, qu'est le principe de la coopération loyale. Quelques mots là-dessus. L'Union européenne se pense et continue à penser sa légitimité en référence au principe de souveraineté. Or, le principe de souveraineté est un principe qui a servi à construire les États. Et l'Europe n'est pas un État. L'Europe n'est pas un État et il n'y a aucune raison, sauf à adhérer à l'idée que l'État est la forme ultime de la raison et que l'État est la forme indépassable de l'organisation politique des sociétés, il n'y a aucune raison que l'Europe qui vienne, l'Europe politique, prenne la forme d'un État. On a peut-être oublié, ça c'est évidemment le travail du temps, on a peut-être oublié les circonstances et conditions dans lesquelles le principe de souveraineté était apparu, émergé, c'était impliqué. On a l'impression que le principe de souveraineté est une donnée naturelle du politique, ou un principe de la raison pure. Mais pas du tout. Le principe de souveraineté est un produit de l'histoire. C'est un produit de l'histoire, et notamment de l'histoire de la revendication de l'autonomie des États et des cités médiévales à l'encontre du pape, de l'autorité du pape et de l'empereur. Vous connaissez la phrase, hein, le roi est empereur en son royaume. Le problème étant que cette revendication de pouvoir devait s'accompagner d'un principe justifiant cette revendication d'autonomie, cette revendication de pouvoir. Et c'est tout le travail des légistes royaux, on dirait aujourd'hui les intellectuels organiques, enfin aujourd'hui, dans les années 60, de Jean Bodin, qui va construire ce principe de souveraineté pour légitimer la revendication de pouvoir des États par rapport à la fabrique. Et vous connaissez les éléments constitutifs de la souveraineté, c'est légiférer et juger, c'est battre monnaie, et c'est décider de la paix et de la guerre. Autrement dit, le principe de souveraineté, c'est une arme politique, c'est une arme idéologique qui a servi à construire les États. Comment pourrait-elle donc servir aujourd'hui à construire l'Union européenne, qui n'est pas, et qui, de mon point de vue, n'a aucune raison de devenir
terme, moyen ou long, un État. D'autant que ce principe de souveraineté, dès le départ, c'est, je crois, Gérard Méret qui dit que le principe de souveraineté est un concept qui est devenu inerte. Alors, devenu, ça veut dire qu'il ne l'était pas au départ, mais dès le départ, il a des défaillances. Le principe de souveraineté, ça veut dire qu'il y a une signification, disons, verticale et horizontale. Verticale, il n'y a rien au-dessus, et horizontale, il n'y a rien au-delà, sinon des terres à conquérir. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, que ce soit du point de vue vertical ou du point de vue horizontal, au-dessus de la souveraineté, au-dessus des États, il y a toujours quelque chose, des institutions européennes, régionales, internationales. Et que si on regarde du point de vue horizontal, eh bien, la souveraineté des États aujourd'hui est parfaite de territoires à conquérir, mais d'autres souverainetés avec lesquelles il faut passer justement des traités pour négocier les marchés, la paix, des limitations